Yo les amis. Alors, on va continuer un petit peu notre petite discussion. Oh, c'est le bazar dans mon bureau, c'est pas possible. Il faut vraiment que je fasse quelque chose sur le setup. Alors, certaines haltes sont limites des œuvres d'art. Alors, est-ce que ce message vous semble percutant? Moi, je trouve que c'est vrai. Certaines haltes. Mais encore une fois, on peut même élargir. Parce que certaines AR sont aussi des œuvres d'art, je trouve en tous les cas. Et au fond, on pourrait même encore élargir. Il y a des promos, vraiment tout un tas de cartes qui sont vraiment des œuvres d'art. Mais en même temps, j'ai envie de dire, même en étant, voilà, tu prends ça, voilà, j'ai envie de te dire, voilà, je vais te montrer une carte que tout le monde trouvera pourrie. Tu vois, ça, ben moi j'adore. Voilà. Ça, c'est une petite carte que j'ai achetée peut-être même pas 10 balles, peut-être 8 euros, quelque chose comme ça. Bon, c'est pour les enfants qui collectionnent Celebi, mais je trouve ça magnifique. Tu vois, ça c'est une petite carte que je trouve magnifique, qui pour moi est aussi une œuvre d'art. Et ce que je veux dire en soi, en ça, quoi, c'est que euh, je trouve que au final, je pense que le prix des cartes ne dépend pas spécialement le fait que ça soit des cartes hyper travaillées, très jolies et ainsi de suite. Mais ça, c'est aussi une question de tendance. Alors déjà de Pokémon, évidemment, il y a des Pokémon qui percutent. Et encore, hein, regarde Dracofeu comme il s'est fait éclater complètement. Tu prends la halte Dracofeu de Star Étincelante, c'est pas non plus la dinguerie, tu vois. C'est pas la carte qui vaut ultra cher et elle s'est fait supplanter par quoi? Le Noctaline Rayquaza. Alors évidemment, ce sont des bons Pokémon, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas tant l'œuvre d'art. Et puis l'œuvre d'art, c'est quand même très personnel, chacun ses goûts. Et encore une fois, je t'ai montré le Celebi, mais c'est pas spécialement le bon exemple. Mais ça, ce sont les Amazing, ce sont des cartes qui plaisent pas, par exemple, que moi je trouve incroyables, qu'ils ont changé le format, etc. Mais quand tu vois certaines cartes beaucoup plus anciennes, mais beaucoup plus anciennes, et même sans aller très très loin, je trouve les Primes, bah, je trouve les Primes beaucoup plus sympas que je dirais pas la majorité des alternatives, mais quasiment la majorité des alternatives, tu vois. Par exemple, moi, les Prime, je suis vraiment amoureux de ce format de cartes. Pas du tout des cartes légendaires, là, tu sais, que tu opposes l'une à côté des autres. Ça, par exemple, c'est un truc, et pourtant, c'est plutôt artistique, tu vois. Mais j'aime pas. J'aime pas. Et je trouve que certaines cartes anciennes ont beaucoup plus de charme. Alors peut-être que c'est mon âge avancé qui parle. Peut-être aussi. Et peut-être que les plus jeunes, eux, trouveront les alternatives bien plus intéressantes. Et dans 10 ans, 20 ans, les alternatives qui auront disparu seront nos cartes à nous du bloc Wizard et Hex, etc. C'est possible. C'est pas inintéressant de soulever cette hypothèse, parce que peut-être qu'en disant que les altes sont les limites des œuvres d'art, tu soulèves peut-être cette hypothèse qui fait que, au fond, les cartes plus anciennes sont plus basiques et ça serait logique d'apporter plus d'importance sur des cartes dont le travail est plus conséquent et dont le côté artistique est plus développé. C'est possible. Mais peut-être que ces cartes-là nous ferons de l'ombre à nos stars ou à nos brillants ou des choses comme ça. C'est possible. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Comme je te dis, moi, c'est vrai que j'ai un certain âge. Je pense que maintenant, vous avez à peu près ciblé. Hein, qui fait que je trouve beaucoup plus intéressant les vieilles cartes, plus jolies. Tous les patterns, je trouve plus sympas que la plupart de nos cartes alternatives, même si je suis complètement d'accord, les alternatives sont incroyables. Mais dans ce cas-là, si on considère que les alternatives sont incroyables, je trouve aussi quand même que les TG, les GG, les AR sont des cartes aussi incroyables parce qu'il y a énormément de travail et leur seul défaut qu'on pourrait leur accréditer, c'est le manque de texturation. Ça, c'est possible. Je pense qu'elles ont marqué une époque où elles sont en train de marquer cette époque. Pour moi, le Noctali a marqué autant que le Dracofeu 7 de base. Alors ça c'est pas nous qui le verrons, c'est pas nous qui le dirons, mais ça sera les années. Hein. On verra. On verra si le Noctali marquera l'époque comme a marqué le Dracofeu, cette de base, l'époque précédente. Je suis pas sûr parce que justement la dynamique n'était pas la même. Elle n'était pas la même. Mais on verra. On verra et je pense qu'il est déjà trop tôt. Même si on peut imaginer que pour l'instant il a marqué épée bouclier,
Oui, forcément, hein, parce que c'est vrai que c'est atypique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que 99% du temps, on va parler du Noctali. Or, le Rayquaza est pas loin derrière. Et pourtant, en étant pas loin derrière, avec un prix somme toute quasiment équivalent, hein, 500-600 euros, lui il est plutôt à 700-800 euros, mais tu vois, tu te dis, et pourtant on n'en parle jamais. C'est quand même fou, hein, quand même. Tu as une carte dont la notoriété est complètement éclipsée par le Noctali, et malgré tout, son prix est plutôt concurrentiel. Pour moi, ça me fait une petite exception. Mais on verra. Franchement, on verra. Attends, ici, si la chaîne perdure, il n'y a pas de raison, hein. On le suivra. Moi, comme j'ai dit, je ne fais pas spécialement de pronostics. Ce que j'aime, c'est parler sur ces tendances-là. J'ai un petit background. Il n'est pas énorme, hein. Il y en a qui ont des backgrounds beaucoup plus grands que moi et je suis à 2000% d'accord. Mais attention, il y a aussi des gens qui ont des intérêts dans la collection, etc. Ce sont des acteurs. Moi, je ne suis pas acteur. Hein. J'ai pas de boutique, je fais pas de box break. Je ne suis pas un acteur. J'observe. Ou du moins, je suis juste collectionneur. Voilà. Donc, je ne suis pas un très grand acteur. Et puis, j'ai une chaîne YouTube. Mais j'ai une chaîne YouTube qui ne sert qu'à produire un contenu de divertissement, au fond. Voilà. Sur Pokémon. Et de suivre un petit peu les tendances, comme on le fait à l'heure actuelle. De ce que j'ai vu, le marché des altes EB7 anglais est en pleine explosion depuis quelques semaines. Alors franchement, j'ai pas été voir. C'est vrai que j'avais déjà constaté que EB7 était plutôt cher. Quand on fait le parallèle anglais, en règle générale, on est à la cote divisée par 2, de ce que j'ai pu observer, parce que souvent les boosters sont 2 fois moins chers. Mais je crois qu'avec EB7, ça ne fonctionnait pas. Depuis quelques semaines, et c'est comme souvent avec le décalage d'ici quelques années et mois, ça fera pareil chez nous. Intéressant, on verra. Ça, seul le temps nous le dira. Bon, ben, c'est intéressant. On va voir si les cartes montent. Alors ça serait très intéressant parce que j'ai souvent dit que pour moi, EB7 devrait progresser, mais somme toute davantage sur les cartes que sur le scellé. Parce qu'à un certain moment, on s'éloigne beaucoup trop Enfin, j'estime quand même que quand on s'éloigne trop, ça fait bizarre. Voilà. Mais non, moi, ce qui me fait aussi bizarre, c'est Reine de Glace. Parce qu'au final, Reine de Glace, objectivement parlant, on est sur un petit EB7. Hein. Alors, de ce que je suis en train de voir, de ce que j'ai l'impression, c'est que Reine de Glace commence à monter sous forme de display. C'est intéressant de voir ça. On verra si ça se confirme ou pas. Mais c'est vrai que quand tu vois les cartes, le nombre d'alternatifs, les bangers qui est à l'intérieur, on est sur un petit EB7, mais il y a tous les éléments pour faire un bon EB7 aussi. Tu as quand même 2 grosses alternatives, mais vraiment 2 grosses, hein, le Zeraora V et le Sulfura. Donc tu te dis, et puis tu as les oiseaux légendaires. Tu as aussi quelque chose qui n'est pas inintéressant pour les jeunes générations. Ça veut dire qu'elle propose aussi tout ce qui est Pokémon de ce bloc, hein, les Silverois. Mais je trouve que ça c'est malin, parce qu'il y a un peu plus de diversité. Parce qu'au final, nous, on est très ancienne génération, donc les évolutions, ça nous parle. Là, peut-être que ces cartes-là parleront davantage dans les années à venir. Donc au final, je trouve qu'il y a un petit potentiel qui est souvent assez mis de côté. Je crois que je l'ai eu aussi dans l'espace de mes commentaires sur Reine de Glace, et ça serait intéressant de voir aussi son évolution. Alors, on ne peut pas comparer avant et la façon de consommer les cartes. Bon, ça c'est sûr. Hein. Comme on l'a dit, déjà, ne serait-ce sur l'état des cartes. Je ne sais pas si les prix des boosters ont vraiment beaucoup évolué dans les années 80, dans les années 2000, on va dire, jusqu'à maintenant, par rapport à l'époque. Et c'est vrai que avant, c'était somme toute un jeu de cartes collectionné, échangé, non protégé, c'est-à-dire que les cartes s'abîmaient, et puis au final, c'était comme ça. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des budgets alloués qui sont plus ou moins grands. Je pense que le budget alloué, maintenant, est beaucoup plus colossal, plutôt qu'avant, et même les enfants ont tendance à protéger leurs cartes, connaissent la valeur des cartes, et à faire beaucoup plus attention que les anciennes générations, mais c'est contextuel, c'est normal. Maintenant, beaucoup, d'ailleurs, il y a eu des articles, c'est passé à la télé, etc., etc. Je serais curieux de voir des chiffres. Alors ça peut être aussi intéressant. Est-ce que c'est vrai que à l'époque de sortie, les premières séries étaient beaucoup plus printées, distribuées un peu de partout, comparativement aux séries plus récentes comme EB7? Bon, ben ça, franchement, j'en sais rien.
donc de chiffres de nombre d'impressions je suppose c'est 7 de base comparé à EB7 à l'époque avec la Pokémania. Donc quand c'est sorti, moi je me souviens plus, hein, je t'avoue que je me souviens plus, c'était vraiment le truc de fou. Quand c'est sorti, les jeux vidéo oui, mais les cartes, je me souviens plus, moi j'étais plutôt Magic à cette époque-là, tu vois. Et donc de partout et très longtemps, on arrivait même à en trouver aujourd'hui, etc., etc. Alors oui, les cartes aujourd'hui sont protégées, c'est ce qu'on disait, mais le nombre d'acheteurs potentiels a augmenté. Alors oui, je pense que le nombre d'acheteurs potentiels a augmenté justement, mais surtout à partir de 2021, où je pense que là, il y a certainement énormément de stock un peu partout, parce que ça fait partie de, comme on dit beaucoup, d'investissement et de diversification. Il y a même des articles qui m'ont été rapportés sur la taxation, etc., etc. Bon, bref, en tous les cas, oui, beaucoup se sont intéressés. D'ailleurs, je crois qu'ils ont parlé aussi dans BFM Business, il me semble, ceux qui investissaient dans Pokémon. Donc on touche une branche qui est totalement différente parce que s'il y a des investisseurs qui ont des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros à investir, ils vont se diversifier, un petit peu comme l'art. Il faut toucher toutes les branches un petit peu de la diversification. Donc oui, c'est possible qu'il y a de nouveaux acteurs en tous les cas dont le potentiel est colossal aussi et dont les sommes mises peuvent être colossales aussi. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et franchement, déjà, ne serait-ce des cartes à 500 ou 1000 euros, ça représente quand même un aspect financier assez conséquent. Ah, alors là, c'est quelqu'un qui a connu Pokémon depuis très longtemps et qui s'en souvient. Donc ça, c'est intéressant. L'époque, j'achetais du set de base au tabac, donc comme on pourrait acheter maintenant des boosters. On me regardait au travers. Ah, c'est parce que donc j'achetais des cartes pour enfants. Donc il avait quand même un certain âge. Moi, je pense que quand c'est sorti, j'étais encore enfant, hein. Et à l'époque, des boosters Rocket à 2 euros au Noz, je suppose que c'est ça, le Noz. Bon, ben ça, c'était formidable. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer. Je pense que cette époque pourrait revenir sur les séries récentes, comme Écarlate et Violet. Je l'ai souvent dit dans l'espace de mes commentaires. Il n'est pas si éloigné l'époque où on trouvait des boosters à 2 ou 3 euros, hein, rappelle-toi. Ça, c'était 2,50 €. Quantité astronomique, j'aurais pu en acheter peut-être 200, même peut-être même plus, hein, je dis 200 mais peut-être même plus, très facilement aussi, c'était sur vente privée, maintenant c'est VIP ou quelque chose comme ça, et c'était en 2019, tu vois, donc c'était quasiment hier, donc oui, c'est quelque chose qui pourrait revenir. Moi, j'y crois plutôt beaucoup, hein, j'en parle souvent. Beaucoup sont sceptiques sur cette information parce que tout simplement, ils ne l'ont pas connue. L'époque où on avait des displays à 90 euros, 100 euros, où on avait des boosters à 2 euros, 3 euros, on avait des tripacks à 7, 8, 9 euros, des coffrets à 10, 15 euros. C'est une époque qui existait et c'était ultra présent. Et en plus, on avait tous les avantages parce que les gens ne couraient pas pour ce genre d'item parce que ça ne valait rien. Il n'y avait pas de plus-value. Au final, t'achetais un booster à 2,50, allez, peut-être qu'il valait 3, 4 euros, tu vois, si tu veux, mais il n'y avait pas d'intérêt notable, tu vois. Là, maintenant, il y a un intérêt, et c'est vrai qu'on va davantage courir sur les offres maintenant, pensant que ça va être stocké, etc. Donc la dynamique est complètement différente. À l'époque, tu avais une opportunité d'avoir des boosters comme ça à 2,50 €, et au fond, il fallait pas courir pour les avoir. Voilà, c'était vraiment la différence. Maintenant, si on a des items à 2 ou 3 euros, il faudra courir pour les avoir. Et ça change considérablement la donne sur l'évolution future de Pokémon. Presque, j'ai envie de dire, il faudrait que Pokémon, à un certain moment, retombe un petit peu dans la banalité, un petit peu comme on a connu à l'époque avant, pour que ce timeline passe et puis ça reparte sereinement sur des bases plus tranquilles. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont apparus. Il ne faut pas sous-estimer tout ça, hein. Il y a beaucoup qui ont des business plans, hein, sur ça. Il y a beaucoup de sociétés de gradation qui n'existaient pas, beaucoup de boutiques en ligne qui n'existaient pas, les box breaks n'existaient pas, et tout un tas les ventes, les sites de vente en ligne d'enchères, hein, tu sais, toutes ces plateformes de box break, tout ça, ça n'existait pas. Et elles sont très récentes, très fraîches. N'oublie pas, regarde ce qui s'est passé pour les sociétés de gradation. Beaucoup sont dans le mal quand même. Il ne faut pas le sous-estimer. Je ne vais pas rentrer dans la polémique sur les sociétés de gradation, mais tu as vu que c'est compliqué de tirer son épingle du jeu malgré les moyens qui ont été mis, publicitaires, etc., pour faire décoller certaines sociétés de gradation. Mais au final, on revient toujours dans les fondamentaux, celles qui ont fait leur preuve depuis de longues dates, ou tout simplement celle qui fait consensus. T'en as un bon exemple ici. Et peut-être que les nouvelles technologies pourront rebattre les cartes. Une gradation 100% objective numérique, mais il faut que ça fonctionne. Parce que s'il y a autant de gaufrage que sur du humain, ça ne servira évidemment absolument pas.
Et en effet, donc le côté dématérialisé qui pourrait faire mal est donné à notre axe, aux futurs collectionneurs. C'est vrai, j'en ai souvent posé, imaginé, sans compter qu'on pourrait imaginer un démat assez puissant qui permettrait de sortir ta carte en physique, d'avoir des cartes numérotées, comme ça on est au courant de la quantité disponible, ça pourrait complètement chambouler la donne. Imagine-toi, il y a 10 000 Noctali VMAX numériques et que tu pourrais les faire sortir en physique en les commandant. Tu pourrais avoir une interaction entre les plateformes, etc. Ça pourrait être assez démentiel. Et aussi le côté, comme je t'ai dit, gradation fait par l'IA par exemple, mais il faut que ça soit puissant. Il ne faut pas qu'il y ait de coquilles non plus parce que sinon ça perdra toute crédibilité là aussi. Le numérique, faut pas le sous-estimer, c'est quelque chose qui pourrait être assez puissant, ne serait-ce proposer, comme je t'ai dit, des cartes qui seraient à la fois numériques et qu'on pourrait faire sortir en physique. Et je ne sais pas hein, si c'est envisageable, si c'est possible, mais en tous les cas, eux doivent certainement y travailler le jour d'après. Comme on a en tête une nouvelle rareté, une nouvelle variété de cartes qui pourrait aussi complètement renverser la table et peut-être faire de l'ombre à nos cartes plus traditionnelles comme les alternatives, on ne sait pas ce qu'ils ont dans les tuyaux. Je pense qu'ils planchent, enfin je pense qu'ils ont surtout un intérêt à plancher. Et j'ai envie de te dire pour terminer cette vidéo, ne pas sous-estimer les nouveaux TCG comme l'Orcana, parce que je pense sincèrement, mais vraiment sincèrement, si l'Orcana, alors je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais si l'Orcana avait dès le chapitre 1, mis des cartes de type texturé, travaillé, ils auraient pu faire quelque chose d'exceptionnel. Ils ont choisi la simplicité, la banalité, ils ont été vraiment critiqués sur ça, et je donne vraiment raison. Mais malgré tout, il est quand même très présent. On ne sait pas, là aussi, ils ont peut-être quelques cordes à leur arc. En tous les cas, je le souhaite aussi, parce que c'est tout un jour intéressant d'avoir tout un tas de TCG pour se divertir et collectionner. Allez, je te dis à bientôt.